Bonjour Dominique, merci. Vous êtes en Espagne au lendemain de cette présentation Décathlon AG2R la mondiale au stade de Lille, au Décathlon Arena, stade Pierre-Mauroy. Qu'est-ce qu'on se dit? Quand on se dit qu'il s'est passé une année et que déjà on va attaquer dans quelques semaines la saison 2025 et que ça va trop vite. On prend, parce que c'était une belle présentation, on présente les coureurs 2025, vous êtes en Espagne avec vos coureurs, on prend conscience de ce qu'on a en main à diriger. On va pas trop parce que si vous voulez, si on prend conscience des fois, il serait fort probable qu'on soit affolé ou en tout cas qu'on ait envie de s'arrêter parce que c'est quand même un métier qui est difficile, qui est prenant. C'est plusieurs centaines et milliers d'heures tout au long de l'année, mais comme c'est quand même une passion, en tout cas on regarde surtout devant et on essaie de rester humble et bien assis avec les pieds sur terre. C'est quoi le plus difficile, Dominique? Le plus difficile aujourd'hui, c'est le temps. En fait, c'est le temps qui joue contre nous ou le temps qu'on a avec nous. Et en fait, c'est l'effet d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir faire ce qu'on a à faire et être le mieux préparé possible à chaque début de saison. Est-ce que le temps joue en votre faveur du coup? Non, parce que je pense que le temps est un ennemi de tout le monde. Après, c'est pas que le temps. Dans la question posée, c'est avec qui on travaille, comment on s'entoure, qui on recrute, quel est le rapport de confiance qu'on instaure dans une équipe, et aussi quelle est la confiance en retour qu'on doit donner à ses collaborateurs. On parle de vous? Ouais, avec plaisir. Comment on passe de la direction du Racing 90, 92, donc du rugby, au cyclisme? C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est Racontez-nous, racontez-nous cette opportunité. C'est ça qu'on a besoin de ouais, savoir. c'est une opportunité qui est arrivée d'une façon assez fortuite. L'appel d'un cabinet de recrutement, chasseur de tête, qui me dit qu'en fait, ben, je rentre dans une cible de personnes d'expérience avec un palmarès, avec, je dirais, ben, des moments de réussite, une partie un peu, on va dire, euh, multi-activité. Et en fait, je réponds positivement à la demande. Ça, Elle tombe à une période où ça s'est fait comment, si je peux me permettre? ben, c'est un appel téléphonique d'une personne, un cabinet de Et quand vous recrutement. avez reçu l'appel, vous êtes dit quoi? Entre nous, de façon réelle, je pensais que c'était un canular. Parce qu'en fait, on va dire l'offre devait rester confidentielle avec un vrai engagement on va dire de confidentialité, on dit un NDA, et sur lequel ben, je savais pas pour qui c'était, je savais pas où c'était. Donc je me suis dit c'est quelqu'un dans mes relations qui me fait une blague. Et en fait, bon, j'ai presque au début dénoncé, on va dire la sollicitation. Il y a eu un deuxième contact où là effectivement c'est plus concret. J'ai signé un contrat de confidentialité et les démarches après ont été établies assez rapidement avec différents, on va dire, parcours d'entretien de différents niveaux jusqu'au directeur général d'AG2R La Mondiale. Et j'ai été retenu. J'étais pas le seul, en tout cas en candidature. J'étais pas certain, en tout cas, d'être retenu. Mais la valeur ajoutée, c'est que je suis vraiment très passionné de cyclisme. Plus que le Donc rugby? voilà. Non, pas plus que le rugby, mais ce sont des sports qui me correspondent parce que les valeurs du rugby, les valeurs du cyclisme, les valeurs de ce que j'ai pu connaître pendant mes décennies dans le sport automobile, ce sont des valeurs de vraies personnes engagées, de respect, d'engagement, de jusqu'au boutisme et d'abnégation. Et en fait, je m'y retrouve dedans et donc ça me correspondait. J'avais envie, en tout cas, de relever le défi et j'avais bien compris quel était le challenge. Sacré défi. Oui, c'est un sacré défi. Après, vous savez, très souvent, ce sont des rencontres d'hommes et de femmes qui font que ben, vous comprenez qu'en fait, les personnes ont confiance en vous. Les personnes savent que ben, vous avez eu des expériences dans le passé, vous avez en tout cas, je dirais, ben, réussi et que vous avez aussi accepté différents challenges, différents défis. Et celui-là en faisait partie, mais bon, j'en ai connu d'autres. Donc, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas? Ouais, mais si je vous dis, quand je vous dis sacré défi, c'est assez particulier parce que cette équipe, elle a une sacrée histoire. On va pas parler parce que voilà, c'est une procédure et puis vous n'avez pas le droit d'en parler, mais humainement, quand on vous appelle, vous avez cru que c'était un canular.
cette équipe, elle n'est pas anodine dans l'histoire du cyclisme. Non, elle n'est pas anodine. Alors, si vous voulez, pour faire un parallèle avec ce que j'ai connu pendant mes 18 ans chez Mitsubishi, pendant 9 ans, j'ai été coéquipier aux côtés de plusieurs pilotes, majoritairement aux côtés de Bruno Sabi, après d'un pilote espagnol qui s'appelait Miguel Prieto, avec lequel on a terminé deuxième au Dakar, puis avec le pilote maison avec qui j'ai arrêté ma carrière, qui est Kenjiro Shinozuka. Et quand j'ai pris la direction de l'équipe, la confiance que Mitsubishi a pu me donner, dans le même schéma à peu près que celle de la G2R, la mondiale aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation à peu près semblable, où l'équipe qui était gérée, qui était organisée en termes de structure, le préparateur automobile était un indépendant. Et dans mon plan stratégique aux côtés de Mitsubishi, j'ai convaincu Mitsubishi, si vous voulez, de racheter le sous-traitant. Et j'ai eu à peu près la même situation. Donc, à la différence de prix, c'est moi qui ai mené le rachat, qui ai mené aussi, je l'ai dit, différents accords, et je voyais bien quels étaient, en tout cas, les enjeux, et quelles étaient, je dirais, les différentes étapes que j'allais rencontrer avec, je dirais, une équipe de plus de 30 ans d'expérience, effectivement, qui avait marqué plusieurs décennies, avec des résultats tout aussi, on va dire, importants, avec un homme qui était l'artisan de cette équipe, mais qui, en fait, aujourd'hui, à un moment donné, desservait l'équipe. Parce que les choses évoluent très vite, parce que l'hyper-professionnalisation, parce qu'aussi l'effet d'avoir accepté de vendre sa structure pour la sauver, pas pour qu'elle soit, on va dire, pérennisée, il y avait une passation qui était, je dirais, à gérer et à écrire. L'issue n'est pas celle que j'aurais souhaité, de toute sincérité, mais malgré ce, je voyais très bien quel était l'enjeu, et l'enjeu aussi de positionner ou de repositionner une équipe avec des habitudes, avec sans doute de lassitude, pour expliquer qu'en fait, quand on parle réellement d'une équipe et d'un enjeu sportif de haut niveau, de sport professionnel comme celui-là, il y a un enjeu qui est aujourd'hui de se remettre en question. Et ma voix, en tout cas mon input à cette équipe, ça a été de dire, et je le dis assez souvent, pourquoi vous participez à des courses et pourquoi on a une équipe et quels sont les enjeux de ce qu'attendent nos partenaires. Et en fait, je pense que ma vision, mes priorités que j'ai pu voir en termes de structuration de l'équipe, avec l'entière confiance de mon actionnaire qui a G2R la mondiale, m'a permis de mettre en place cette structuration qui avait déjà été, on va dire, prédéfinie avant mon arrivée. Donc en fait, je me suis focalisé sur la partie administrative, financière, opérationnelle, structurelle, logistique, et de veiller, avec une situation que vous connaissez bien, du classement de 2023, de protéger l'enjeu de la saison 24 pour qu'en tout cas on revienne dans un classement UCI assez confortable pour en tout cas attaquer une année 2025 tout aussi difficile. L'arrivée de Decathlon, c'est grâce à vous du coup? Non, en toute honnêteté non. Je pense que cette arrivée elle est menée par la consolidation d'AG2R la mondiale, qui automatiquement, je dirais, soit la solidité financière, structurelle et légitime de l'équipe, et qui derrière est aux côtés effectivement de sollicitations de partenaires, en l'occurrence Van Rysel et Decathlon. Et les accords, Van Rysel et Decathlon, ont été signés, le premier avant mon arrivée, le deuxième après mon arrivée, et par Bruno Wang et moi-même, en septembre 2023. Bon, Decathlon AG2R la mondiale après l'année 2024. La question qu'on se pose, où Dominique va amener cette équipe? C'est quoi l'idée? Et le projet aujourd'hui de ces 5 années d'engagement de Decathlon et de Van Rysel. Il nous manque un vainqueur du Tour. Français. Oui, il nous manque un vainqueur du Tour. Vous savez, dans tout ce que j'ai pu analyser, déjà avant ma venue, et depuis 18 mois quasiment, en date du mois prochain, du mois de janvier, ça a été quoi? Ça a été de comprendre comment certaines équipes, il y a 5, 6 ans, 10 ans de ça, où elles étaient. Et comment aussi certaines équipes qui étaient là où moi je les regardais, comme UAE ou comme, on va dire, Ineos, de la façon Ineos aussi, a eu un très haut de vague et aujourd'hui dans un creux de vague, mais ils reviendront. Comment ils ont évolué, comment ils sont arrivés, aussi ancienne appellation Jumbo et maintenant Visma, comment ils sont arrivés à ce niveau-là. C'est votre modèle? Non, ils font partie en tout cas
d'un cadre de modèle. Il faut prendre l'ensemble des 3 ou 5 meilleures équipes et de comprendre comment ils en sont arrivés là. Effectivement, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, nous, aujourd'hui, sur les années 25, 26, 27, 28, ben oui, on a défini depuis maintenant plus d'un an une vraie stratégie qu'on ajuste au fur et à mesure des années. Et l'année 2025 est une année de consolidation. Parce qu'on sait que pour arriver demain à gagner des grands événements, des grands monuments, ou demain un des grands tours, ça prend du temps. Bon, bien entendu, si on veut être un peu, on va dire, fanfaron, ce qui n'est pas du tout ma personne, en début d'année, on se serait dit qu'on se retrouvait pendant 13 jours en tête de la Vuelta devant un grand champion et une équipe qui est celle de Roglic, donc la Red Bull Bora-Hansgrohe, et qu'on terminait deuxième. Même dans l'équipe, je pense qu'il y aurait plusieurs personnes qui m'auraient ri au nez. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont possibles. Attention, parce que les courses n'ont pas été les mêmes entre le Giro, le Tour de France et la Vuelta. Aujourd'hui, il y a des équipes qui sont très très compétitives, comme les UAE avec un garçon comme Pogacar, comme le sera l'an prochain Visma avec Vingegaard quand il va revenir à 100% de ses moyens. Et parce qu'aujourd'hui, il va nous falloir du temps. Et c'est utopique de vendre à nos partenaires, en tout cas à notre actionnaire, qu'en 2025, on va gagner le Tour de France. C'est pas quelque chose de réaliste. Je suis pas un vendeur, si vous voulez, de poudre de perlimpinpin. Mais si on veut arriver à nos objectifs sur un objectif 2028 ou des performances en 2027, il est certain que on est dans une voie de construction, on est dans une année de consolidation sur 2025, et sur 2026, 27, 28, on sera dans des années d'ambition. Mais pour y arriver, si vous voulez, ça a aussi généré cette année la mise en place de la New Gen, la détection, on va dire, la formation. Donc là, on va rentrer sur des périodes de formation avec les 5 jeunes qu'on a recrutés, que vous savez, qu'on a fait monter sur la World Tour. On travaille d'une façon très assidue sur le recrutement de 26, 27, 28. Et sur 2025, nos objectifs, ils sont tout aussi prioritaires que ceux qu'on a mis en 24. Avec toujours une approche, c'est l'humilité. Aujourd'hui, dans des métiers comme ça qui sont aussi difficiles, on doit, respecter nos partenaires. 2, on doit respecter et en tout cas correspondre avec la concurrence de nos adversaires. Nos adversaires aujourd'hui sont d'un niveau de performance et compétitivité très élevé. Et donc, on doit nous continuer à mieux préparer les épreuves, à créer, je dirais, un fonctionnement intérieur, à recruter. On a priorisé le recrutement sur le staff, au niveau en tout cas international, et à mettre des méthodes qui sont des méthodes que ces grosses équipes aujourd'hui utilisent en termes de préparation. Donc, prioriser, on va dire, le travail de préparation des grands tours, prioriser les reconnaissances, prioriser les stages en altitude, prioriser les vraies appréhensions des parcours, la vraie, on va dire, connaissance du parcours. Un contre-la-montre, on doit le connaître par cœur. Une descente, on doit la connaître par cœur. Et une montée, on doit savoir exactement les temps de référence qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on pourra faire pendant la course. Tout ça, ça génère des moyens, ça génère du temps. Et ça va prendre, je dirais, plusieurs années avant que certaines générations, comme on a recruté, seront, on va dire, au rendez-vous. Et entre-temps, on aura aussi recruté d'autres coureurs de grands tours ou de grandes classiques pour compléter, je dirais, le line-up 26, 27, 28. 2024, année historique pour l'équipe. C'est la force du débutant? Non, je pense qu'aussi on a bénéficié quand même de quelques circonstances. On a bénéficié aussi, vous voyez ce qui s'est passé au niveau des différentes chutes. On a bénéficié aussi du fait que les coureurs ont vraiment perçu dans les dialogues, il y a quasiment date pour date un an ici en Espagne, on va dire à Gandia, de quelle était aujourd'hui la façon de s'engager. Et la façon de s'engager, c'est d'y aller pour gagner. L'émulation aussi attachée à l'arrivée de Decathlon, l'excellent matériel que les coureurs ont eu, on va dire, entre leurs mains, et la volonté de se surpasser. On voit une année 2023 qui était difficile pour Ben O'Connor, et on voit la meilleure année de sa carrière pour Ben en 2024. Et vous n'avez pas réussi à le garder? Oui, alors si vous voulez, ça c'est un sujet qui est antérieur à ma venue, sur lequel on n'est jamais, je dirais, devin. C'est vexant quand même. Non, c'est pas vexant parce que je connais exactement les raisons pour lesquelles Ben a souhaité ne pas rester. C'était en aucun cas une raison budgétaire ou financière, puisqu'on avait la proposition en main et on avait une proposition qui était
identique, voire supérieure à celle qu'il pouvait avoir avec l'équipe où il va l'an prochain. Mais c'était aussi un choix personnel parce que je pense que c'était le moment pour lui de revenir dans une équipe anglo-saxonne et surtout avec une connotation, on va dire, australienne, que dans notre équipe, avant ma venue, c'est pas parce que c'était avant ma venue, il y a eu des blessures, il y a eu des traitements qui l'ont blessé, qui l'ont marqué sur le Tour de France 2023. Et il y a eu aussi, ce qu'on est en train de faire changer, une certaine, on va dire, pénalisation d'une équipe française qui ne veut pas faire d'efforts pour parler anglais et qui derrière, au niveau, en tout cas de la compréhension, de la vie, de l'intégration, ne correspondait pas à ce que Ben O'Connor souhaitait de son devenir. On a gardé d'excellentes relations. Le 21 ou 22 novembre dernier, il est venu nous rejoindre, je dirais, au Between Village, à côté de Lille. On lui a offert son vélo avec la corde de Van Driesel avec lequel il avait fait la Vuelta, qui était aux couleurs rouges quand il portait le maillot, on va dire, de leader. Et ces mots, c'est que c'est dommage que je reste pas. Cela veut dire que si, Dominique, vous étiez arrivé avant, peut-être que Ben O'Connor serait encore en 2025 chez Decathlon AG2R la mondiale ou pas? Vous savez, avec des si, vous le savez mieux que moi, on peut arriver à réécrire beaucoup d'histoires, sans parler de refaire le monde. Je pense que la relation qu'on a construite ensemble, les rapports que j'ai eus tous les jours des courses, le soir des courses, les messages donnés, les échanges qu'on a eus tout au long de la Vuelta, et même dès sa deuxième place, on va dire, aux Émirats Arabes Unis, on fait que nos relations étaient des relations, on va dire, vraiment sincères, où il avait, et comme tous les coureurs ont à mes côtés, mon entière confiance. Le paramètre qui fait que la page s'est tournée, c'est que je pense que les périodes, on va dire, d'amour étaient consommées. Voilà. La vie de couple, on va dire, de l'équipe et avec Ben O'Connor était consommée. Voilà. Donc, on garde d'excellentes relations, d'autant plus avec sa nouvelle équipe et avec Brett Copeland, où on a vraiment de relations tout aussi bonnes. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je souhaite vraiment la suite de sa carrière la meilleure possible parce que il est 4e aujourd'hui du classement UCI. Nous, il nous a fait comprendre que notre équipe était capable de remporter des grandes courses, était capable de gérer des grandes courses. La Vuelta a fait grandir les équipiers, a fait grandir les directeurs sportifs, parce que c'est pas facile de mener une course pendant 13 jours. De temps en temps, c'est opportuniste de prendre un maillot de leader, que ce soit rose, jaune ou rouge. Et quand vous la portez pendant 13 jours, vous avez tout le monde contre vous. La route, le pouvoir sportif, toutes les équipes et tous les aléas qu'il peut y avoir sur une course aussi difficile que peut être la Vuelta. Et donc, ce sont des expériences uniques. Et quand vous avez un coureur qui vous écrit qu'en fait, this is pity that I am leaving the team, bon ben c'est pas des paroles que Dominique Sérias s'invente. Donc aujourd'hui, on doit garder de bonnes relations. Quand nos coureurs s'en vont, ben, quelquefois c'est dur parce que des décisions nous appartiennent. Là, c'est sa décision, faut être honnête, faut pas chercher des excuses. Et c'est à nous d'en tirer les conclusions et de garder de bons rapports parce que on ne sait pas si dans 1 an ou dans 2 ans, que ce soit nous ou lui, si un jour peut-être nos chemins peuvent se recroiser. La force de l'expérience. 2e année qui arrive, il faut confirmer ou il faut faire mieux? Oui, ce qu'il faut faire, c'est sûr qu'il faut confirmer, mais il faut surtout, je dirais, et c'est le mot de cette année-là, il faut surtout se consolider. Parce que confirmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez très bien, on est 6e du classement UCI, vous voyez les 5 équipes qui sont devant nous, on n'a pas à pâlir. Il y en a une qui est derrière nous, c'est Ineos, avec quelques centaines de points, qui a le double budget que nous, qui passe une période qui est difficile. C'est quoi le budget, Dominique, du coup? Nous, cette année, c'est 26 millions d'euros. Et l'an prochain, c'est 28 millions d'euros. Donc, si vous voulez, de ce que je peux savoir de façon moins certaine que ce que je vous annonce sur mon budget, c'est qu'Ineos, c'est 58 millions d'euros. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, oui, c'est une année aujourd'hui qui est importante, 2025. Vous savez, j'ai pas plus de pression et je mettrai pas plus de pression que celle que j'ai pu avoir au début de l'année 2024. Parce que c'est d'abord la pression, ça nourrit pas tout le temps du résultat. Au contraire, ça peut desservir. Et de deux, c'est qu'il faut continuer à avoir la même conviction que nous travaillons bien. Nous sommes en train de nous structurer pour travailler le mieux possible. Il est certain que
peut-être on va faire une saison légèrement, on va dire, inférieure de la saison exceptionnelle qu'on a eue. Voilà, on s'est fixé des objectifs, on souhaite rester dans le top 10. Vous voyez, je pourrais dire aller dans le top 5. Non, on reste dans le top 10. Entre 8 et 10, ça démontrerait qu'en tout cas, on reste sur une année de consolidation. On a des objectifs sur les courses au World Tour. On a des objectifs sur les grands tours. Et le Tour de France sera cette année notre priorité. Et aussi, on veut aller sur les autres grandes courses, aller chercher des maillots distinctifs, parce que c'est quelque chose qui n'est pas une nature, et qui n'était pas une nature, on va dire, de convoitise de l'équipe. Donc, on va aller aussi chercher ces maillots distinctifs, et on va aussi œuvrer pour être mieux placé sur les grands rendez-vous, des grands monuments, pour préparer les étapes suivantes en 26, en 27 et en 28. Le Tour de France 2024, il vous reste en travers la gorge. Hein. Non, pas du tout, parce que si vous voulez, j'avais bien compris quelques jours, quelques semaines avant, 2 semaines avant. En fait, je vais vous raconter une anecdote. J'avais un peu plus de bande passante à partir du deuxième trimestre, on va dire 2024. Et je me suis rendu en Sierra Nevada voir les garçons en stage d'altitude. Je suis après allé voir Félix Gall. Il était de nouveau en altitude à Isola 2000. Et en fait, j'arrive à Isola 2000 et en cherchant où était le chalet, où était l'équipe, je me trompe de chalet. Juste au-dessus, il y avait le chalet où était placé, où habitait UAE. Bon, effectivement, un camion, les voitures, tous les coureurs, des belles voitures de luxe devant aussi. Et bon, ça fait partie du ranking de l'équipe. Et c'était sans doute la voiture de Pogacar. Et donc, je redescends un petit peu plus bas. Et il y a le chalet, on va dire, de notre équipe. Bon, je descends. Il y avait un fourgon avec une voiture, on va dire, de direction de course où on met les vélos dessus. Je rentre dans le chalet. Il y avait l'entraîneur, il y avait un physio, puis une personne de la com. Félix descend, donc on prend le petit déjeuner. Puis en fait, j'attends et je demande à l'entraîneur et les autres coureurs. Et l'entraîneur me dit, mais non, il est tout seul. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça pouvait pas marcher. Parce qu'en haut, il y avait les 8 coureurs, la route au-dessus. Et nous, Félix, qui était notre leader, il était tout seul. Donc, si vous voulez, pourquoi c'est vraiment pas quelque chose qui me reste en travers? C'est parce que c'est sans doute un mal propre aux équipes françaises de pas comprendre que la préparation d'un tour, les équipes étrangères ont compris depuis bien longtemps qu'en fait, ça s'anticipait. Vous reconnaissez le parcours, vous travaillez sur la vidéo, vous définissez vos différents lieux de stage au prorata des étapes sur lesquelles les enjeux se déroulent. On n'est pas allé en Italie, on n'a pas fait de préparation, si vous voulez, sur les conditions climatiques qui étaient terribles au début. Il y avait des chaleurs de 39 à 40. Prenez un exemple de l'étude que j'ai pu mener sur le Tour de France. Col du Galibier. Pogacar, il passe le col avec quelques secondes, une poignée de secondes d'avance sur ses coéquipiers et sur Vingegaard. 17 km de descente. En bas de la descente, il a 38 secondes. C'est uniquement de la descente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a travaillé la descente, il a fait plusieurs fois la descente, 8, 10, 12 fois, et il fait la différence de la descente. Et ce travail-là, il est répété sur toutes les étapes. Sur les étapes du contre-la-montre, sur les étapes, on va dire, dans les Pyrénées, et sur les étapes alpestres, sur là où ils étaient. Donc aujourd'hui, c'est à nous. C'est une question d'engagement, c'est une question de temps. Donc il faut qu'aussi, le plus tôt possible, aujourd'hui, on soit structuré, que le plus tôt possible, on définisse avec le parcours dévoilé la stratégie de préparation. Où est-ce qu'on va faire des reconnaissances? Qui on va envoyer dans les différents lieux de reconnaissance? Sur la partie, on va dire, ouest de la France, avec les parties baroudeurs. Qui va descendre sur la partie pyrénéenne? Qu'est-ce qu'on va faire sur le contre-la-montre de 13 km? Et tout ça, ça doit se travailler. Si vous ne le travaillez pas, il y a aucune amertume à avoir parce qu'en fait, vous ne l'avez pas travaillé. Donc les équipes françaises travaillent mal. Pour moi, elles ne travaillent peut-être pas mal, mais elles ne travaillent pas comme travaillent les équipes, je dirais, internationales. Vous n'avez pas peur de vous mettre à dos toutes les équipes françaises, du coup? Mais moi, j'ai peur de rien, si vous voulez. C'est juste un constat. Qui que ce soit, vous, dans une analyse attachée au sport, vous allez faire la même analyse que moi. J'ai pas eu besoin de l'intelligence artificielle pour faire une analyse.
On a regardé, on a étudié tous les calendriers de course des coureurs, des top coureurs et des équipes. Vous regardez Pogacar, il fait le Giro. Du Giro au Tour de France, vous ne le voyez plus. Et qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Il prépare le Tour de France. Mais la question que je vais vous poser, est-ce que votre leader, Félix Gall en l'occurrence, est assez fort pour pouvoir rivaliser avec des Pogacar, Vingegaard et consorts? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce que... Donc il vous faut un vrai leader. Il me faut un vrai leader. On va former... Vous avez une idée? Et on va recruter. Oui, il y a des garçons jeunes comme par exemple, on va dire Léo Bizio, comme Paul Sexas. Aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans qu'il n'y a pas un Français qui a gagné le Tour de France. Je vous fais pas d'accord. Voilà, donc si vous voulez, ça fait partie de beaux projets. Mais ces projets-là, et j'espère que je serai là dans 2 ou 3 ans, c'est des projets qu'il faut qu'on construise. Un garçon qui a 18 ans, qui est talentueux, qui a tous les paramètres, je dirais, pour arriver à performer, pas uniquement d'être un grimpeur. On l'a vu, c'est un garçon à 18 ans, et il est champion du monde du contre-la-montre. Donc cela veut dire, Dominique, si je peux me permettre, excusez-moi de vous couper, que vous êtes en train de former le futur vainqueur français du Tour de France? Ça fait partie d'un des plus gros objectifs. Il y a aussi Paris-Roubaix. Julien Jordi nous en a parlé. Vous voyez, vous étiez bien, je dirais, présent. C'est une terre avec un ancrage fort pour nos partenaires, pour la mondiale, pour la famille Mullier, pour Decathlon. Donc, si vous voulez, c'est des choses qui, quand vous les percevez, quand vous les avez identifiées, vous en avez des frissons. Donc aujourd'hui, il faut rester les pieds sur terre. Il faut qu'on soit honnête et franc avec les partenaires, et même avec vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça nécessite du travail. Donc, on va travailler, on va avoir des périodes difficiles. J'ai aucune appréhension sur 2025. J'ai aucune appréhension sur 2025. Parce qu'on va faire des choix. On va faire des choix sur les courses sur lesquelles on va s'engager. Sur les courses, on va protéger les line-up des grands rendez-vous. Et en tout cas, il faut créer aussi cette cohésion. Un leader, si leader devait l'être cette année sur le Tour de France à la personne de Félix Gall, on a une part de responsabilité, c'est qu'on l'a pas amené avec, je dirais, ses équipiers là où il devait être. Et c'est une part de notre responsabilité. Il n'était pas au rendez-vous, il a reconnu hier. Il a reconnu hier qu'en fait, il n'était pas au rendez-vous. Et vous savez, quand vous voyez les line-up du départ du Tour de cette année, que ce soit au niveau de UAE, au niveau de Visma, les équipiers que Pogacar a à ses côtés, ça serait des leaders chez nous. Et ce sont des garçons, vous l'avez vu cette année, le Tour de France a été terriblement difficile et disputé. Il n'y a pas une échappée qui est arrivée au bout dans toutes les étapes de montagne. On revient à vous, Dominique. Vous avez l'impression, à vous écouter, vous arrivez dans le vélo, à ceux qui peuvent éventuellement vous critiquer, c'est que, parce que vous venez pas du milieu du vélo, etc., vous avez pas peur avec votre discours, qui est touchant, qui est louable, etc., de faire peur à tout ce qui est institué depuis longtemps. On parle d'héritage dans le sport, Paris 2024, etc. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de révolutionner la façon de faire des équipes françaises? D'abord, peur, si vous voulez, j'ai pas peur. Parce que de toute façon, j'ai mon intégrité, j'ai ma sincérité. Ce que je suis en train de dire, c'est peut-être ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Et je suis pas quelqu'un qui veut Alors révolutionner. pourquoi vous avez le culot de le faire? Parce que c'est ma mission. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, mon patron, mes partenaires, Decathlon, AG2R, Van Rysel, aujourd'hui, m'ont demandé. Quand derrière, vous avez des gens qui investissent, je dirais, des moyens et qui attendent des retours sur investissement, ils ont besoin qu'en tout cas, vous leur disiez la vérité. Donc derrière, si c'est pour dire qu'en fait, il nous manque des budgets, en fait, et que ça va pas fonctionner et qu'on n'y arrivera jamais, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans le passé, on a quand même bien vu, et bon, et c'est malheureusement depuis plusieurs décennies, que les équipes françaises qui ont tenu le cyclisme français ont performé et ont gagné. Donc aujourd'hui, les éléments qu'on vous donne, quand on vous donne les moyens, il faut faire du bon travail. On n'a aucune garantie qu'on va y arriver, mais sincèrement, dans mon passé, dans mes expériences, je me suis toujours investi à 200% parce que je suis un battant, je suis un gagnant. Et si vous voulez, c'est sans doute en prenant les bons ingrédients, en recrutant les bonnes personnes, parce que il faut apprendre aujourd'hui, c'est que il faut recruter des gens meilleurs que soi.
quand vous recrutez des gens meilleurs que vous, en tout cas, vous pouvez leur définir ce que vous voulez et ils vont aller dans la même direction. Il faut une confiance avec les gens. Aujourd'hui, c'est important d'avoir confiance avec les gens et que les gens vous fassent confiance. Comment vous il faut instaurez aussi... cette confiance alors que vous venez d'arriver? Ben parce que si vous voulez, c'est sans doute le feeling que vous pouvez avoir avec les personnes. C'est aussi le sachant des bonnes personnes. Et puis aussi, c'est la délégation que vous donnez aux bonnes personnes. Quand vous donnez de la délégation aux gens, vous leur donnez aussi, je dirais, la possibilité de faire leur travail. Les gens peuvent se tromper. Aujourd'hui, c'est pas un souci de se tromper. Ce qui est plus compliqué, c'est quand vous vous trompez 2 fois sur la même erreur. Mais quand vous travaillez avec des gens de confiance, quand vous travaillez avec des gens aussi de passion, et aussi, il faut pas oublier, c'est que l'effet, on va dire, 2024 est multifactoriel, avec l'arrivée de Van Driesel, avec un matériel, on va dire, exemplaire, qui est dithyrambique de la part de tous les coureurs qui viennent chez nous, qui roulent avec sur le vélo. La relation qu'on a aussi de confiance avec Decathlon, le support plus qu'intègre qu'on a avec H2R la mondiale. Donc ces paramètres-là vous apportent un réel confort. Vous n'êtes pas dans une situation de doute, vous n'êtes pas dans une situation, on va dire, de pression, vous êtes au bord, je dirais, d'un précipice ou d'une rue sans issue. Vous êtes sur une visibilité, on a vraiment construit un vrai plan stratégique, on a une vraie vision. Vous voyez, on a une vision, l'effet d'intégrer d'appellation la New Gen, mais on va dire l'académie avec les U19, avec les U23, ça prouve bien que quand on a fait le bench d'analyse sur les coureurs, les 15 ou 20 premiers coureurs du classement UCI, ils sont tous sous contrat. Aujourd'hui, ça serait utopique de penser à un garçon comme Pogacar ou à Vingegaard. Ils sont sous contrat. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, il nous faut combien de temps, quand on a détecté un talent pur, pour que demain il devienne un champion, il nous faut entre 3 et 5 ans. Donc, créons des vrais projets. Dominique, dans 3 ou 5 ans, on aura peut-être un vainqueur possible français du Tour de France? Ouais, c'est un vrai objectif et de façon très posée, avec une vraie sincérité, parce que faites l'inventaire en arrière. Quelles a été les premières années où Pogacar a gagné? Il a 26 ans. Vous verrez très vite que la précocité aujourd'hui, en tout cas des jeunes, la formation des jeunes, le talent des jeunes, le talent de ces athlètes, s'ils sont bien encadrés, si c'est bien dédié, c'est quelque chose qui est, je dirais, aujourd'hui envisageable. Après, il faut le faire avec un vrai respect. Il faut rester humble, il faut rester. Une ambition ne détériore pas, on va dire, ne détériore pas, si vous voulez. Il faut pas être exubérant. Faut pas être exubérant parce que ça dessert tout le temps. Moi, je veux dire, je vois les relations que je peux avoir avec Richard Plug, je vois les relations que je peux avoir avec Mauro Gianetti, et tout ce que je peux me nourrir de ce qu'ils font, ils le savent. Je me nourris. Tout ce que je peux apprendre de la façon dont ils font, je me nourris. Aucune relation, par contre, avec les Marc Madio, Cédric Vasseur et consorts? Oui, on s'entend bien. Bon, je veux dire, je garde un très grand respect à Marc Madio. Avec Cédric, on a de bonnes relations. D'autres excellentes relations avec, on va dire, Manu Hubert, qui lui traverse une période très difficile et il faut le soutenir. Lui, c'est l'artisan aussi du cyclisme qui souffre en ce moment et donc il faut le soutenir. Mais si vous voulez, j'ai tout aussi de bon respect et de bonnes relations avec Cédric Vasseur que je peux en avoir encore plus avec Marc Madio, qui lui me connaît très peu, mais moi je l'ai vu pendant des années courir et j'ai pas oublié qu'il a quand même aussi gagné Paris-Roubaix. Donc si vous voulez, c'est des gens qui pour moi sont vraiment des gens de référence. Mais peut-être qu'au bout d'un certain temps, avec toutes les années investies et les moyens, je dirais, humains dépensés, vous arrivez aussi peut-être aussi à être usé. Vous savez, moi, quand je me suis investi dans plusieurs missions, souvent je me suis dit, la mission sur laquelle je m'investis, voilà, je me la fixe pour 5 ans. Parce que ce sont des missions où, si je vous dis vrai, depuis l'année dernière, j'ai pris 1 semaine de congé. En fait, Dominique, vous êtes en train de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Peut-être pas. Peut-être que je pense, si vous voulez, parce que je vois les rapports que je peux avoir avec Thierry Cornec, qui est maintenant directeur général adjoint si vous voulez, du Groupama FDJ, avec qui on se côtoie beaucoup. En plus, il réside, si vous voulez, pas loin de là où est le centre de performance, Chambéry, il réside avec Sébin. Et
et sans doute qu'il va y avoir un virage générationnel. Ce que je fais, ce qu'on a pu mettre en place avec toutes les équipes de Décathlon et Jeux de la mondiale, d'autres personnes sont capables. Sans doute que moi, j'arrive avec un regard plus novateur, parce que je m'interroge pourquoi on fait, si vous voulez, je me suis interrogé pourquoi, pour descendre, on va dire, au départ de la Vuelta, on faisait 2 jours et demi de route, et puis pour remonter depuis Madrid, on faisait 2 jours de route. Et donc, j'ai mis en place le transport des véhicules sur des camions, on va dire, remorques, et les camions qui sont descendus avec des chauffeurs. Comme ça, si vous voulez, le personnel, il économise 5 jours de travail, donc il peut se reposer, il peut arriver frais, si vous voulez, au départ de la Vuelta. Vous économisez des risques assez conséquents sur le transport routier, le carburant, la partie CO2, et en fait, vous rentrez dans un cercle qui est plus respectueux et vertueux, mais parce que j'arrive d'un milieu où, quand on partait faire différentes courses autour du monde, on n'allait pas avec notre voiture pour faire 10 000 kilomètres. Donc ça, voilà, je me suis rendu compte, si vous voulez, d'une situation cette année, c'est que je l'avais moins vu l'année dernière, c'est qu'en fait, les contrats des coureurs, en termes de timing, sont pas appropriés. Vous avez un coureur, il termine sa saison fin octobre, le 21 ou 25 octobre, après le Tour de Chine. Derrière, il reste chez vous, il reste pas chez vous. S'il reste pas chez vous, qu'est-ce qui se passe? Il va de suite faire des essais, du bike fitting, il va commencer à faire, je dirais, avec une équipe concurrente. Il est toujours sous contrat avec nous. S'il arrive un accident, il se passe quoi? Après, vous demandez, ou il demande à l'équipe avec qui il est sous contrat, qu'il puisse faire une présentation. Donc en fait, on a sollicité la IGCP et l'UCI en disant il faut changer la durée du contrat. Il faut qu'en fait, alors c'est pas encore accepté. Oui, donc vous êtes vraiment en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut qu'un contrat, il démarre le 1er novembre et qu'il s'arrête le 30 octobre. Même si une année fiscale va jusqu'au 31 décembre. Mais et ils vous écoutent? Permettra... Oui, ils l'ont compris parce qu'en fait, quand vous êtes dans une activité, des fois vous ne voyez pas qu'il y a des fonctionnements ou des dysfonctionnements à faire évoluer. Et quand j'en ai parlé, si vous voulez, à l'UCI, aussi sur la question de comment on validait les couleurs de maillot, et que maintenant des partenaires qui lancent des grandes campagnes, si vous voulez, de fabrication pour du merchandising, ils ont besoin que ces commandes-là, elles soient lancées au moins 6 mois à l'avance avec les fabrications, les délais de livraison et la commercialisation. Et en fait, ça a interpellé tout le monde de dire, mais en fait, Dominique, ce que tu nous dis, en fait, c'était devant nous et on ne le voyait pas. On ne voyait pas qu'en fait, l'idéal, c'est que le contrat il s'arrête le 30 octobre et il démarre le 1er novembre. Ça veut dire que novembre et décembre, les nouveaux coureurs, si vous voulez, ils sont dans leur équipe. Il n'y a pas de souci, et même pour les partenaires, d'interdire, de pas interdire, de visibilité, de cacher, de pas être photographié. Et puis ça touche rien sur un budget. Rien, vous pouvez très bien avoir votre année fiscale qui démarre le 1er janvier, qui s'arrête le 31 décembre. Donc, mon regard nouveau, sans doute mon œil nouveau, ou l'effet que j'analyse tout, j'essaie de comprendre. Vous me tendez la perche, Dominique, si je peux me permettre, c'est est-ce que votre force, elle serait pas le fait que vous n'êtes pas du milieu du vélo et que vous amenez une autre approche? Sans doute, et vous l'avez vu, sans doute, dans ce que vous avez pu déjà voir ou entendre ailleurs, ça s'est reproduit dans d'autres disciplines. Ça s'est reproduit dans d'autres disciplines parce que, en fait, l'être humain, quand il arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas, il va se poser des questions qui, fondamentalement, sont bonnes, où il va aller tester. Moi, tout ce que j'en ai mis en place cette année, j'ai toujours eu la précaution d'usage de dire, on le fait en tant que bêta-testeur. On a commencé à tester le transport des véhicules depuis Chambéry jusqu'à Florence. J'ai écouté, on va voir si ça marche. Alors, c'est sûr que ça a surpris les gens. Ils arrivent en avion, vous voyez très bien la différence qu'il y a. Mais bon, ça vous évite de déplacer 6, 8, 10 voitures, des camions. Après, on l'a fait l'été dernier en Pologne, en plein, vous voyez, période d'été, où il y a le Tour de Pologne. Les équipes, les garçons, ils arrivent en avion, et ça a interpellé les équipes qui étaient présentes. Ils m'attendaient, ah oui. Et si vous voulez, quand vous faites le plus et le moins, vous êtes quasiment à ISO budget. Et vous rentrez dans un schéma qui est plus que vertueux, parce que vous évitez de mettre vos collaborateurs sur des routes avec l'insécurité routière qu'il peut y avoir, l'usure des véhicules, la consommation de carburant, les jours de travail en plus, l'éloignement au niveau de la famille. Et en fait, vous avez des collaborateurs. Ça m'avait interpellé l'année dernière. Quand j'étais allé à la Vuelta, à l'arrivée de la Vuelta, c'est le schéma, la course se termine, on range les vélos, et puis je vois les garçons qui s'en vont. Et vous allez où? Ah, mais là, on rentre.
On était à Madrid, mais vous venez faire 3 semaines de voiture. Je dis non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous devez rester sur Madrid, on mange sur Madrid, vous dormez, vous prenez la route. Et c'est quand même 2 jours de route pour revenir quand même à Chambéry, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on l'a testé. Là maintenant, par exemple, on est à Gandia. Les véhicules sont partis samedi à 16 h depuis Chambéry avec un porte-camion, avec les véhicules, on va dire les véhicules de direction sportive, les 4 véhicules. On a pris une entreprise avec deux chauffeurs pour descendre le camion atelier. Et les gens sont descendus avec nous depuis hier, je dirais, en avion. Donc, oui, sans doute que cet œil nouveau, ou l'effet de se remettre en question, voilà, donc, voilà, c'est un petit peu, peut-être aussi la marque de fabrique de gens qui arrivent d'un milieu où le milieu du sport automobile est beaucoup moins physique, entre guillemets, que, je dirais, le rugby et encore plus le vélo. Les athlètes sur un vélo, si vous voulez, il faut aussi, il faut rien négliger. Voilà. Dominique, pour conclure, tiens d'ailleurs, il vient d'où l'accent? Montpellier. Je suis originaire de Montpellier. Mes parents habitent au nord de Montpellier, dans un petit village qui s'appelle Saint-Bauzile-de-Putois, qui est à côté de Ganges. Et dans mes différentes, en tout cas, évolutions et transhumances sur Grenoble, en Alsace, à Paris, quelquefois, j'ai des copains ou des amis qui ont perdu leur accent. Et peut-être que la météo, dans différentes régions où je suis allé, qui sont toutes belles les unes que les autres, je me suis dit, en fait, il faut que je garde mon accent. Parce que, voilà, quelquefois, si vous voulez, ça apporte une petite touche de soleil. Et puis, on peut pas renier ses origines. Il faut assumer ses origines. Et voilà, je suis de Montpellier. Et puis, bon, des fois, au rugby, c'était pas tellement le grand amour quand j'étais au Racing, qui était souvent, on va dire, en conflit ou en tension avec Montpellier. Mais ça n'a pas empêché le propriétaire, je dirais, de Paris La Défense Arena et aussi du Racing, qui est vraiment un très bon ami, déjà de m'embaucher, d'arrêter notre collaboration après mon passage au Racing et mes 3 années à Paris La Défense Arena. Et donc voilà, il faut accepter ses origines. Vous avez peur de rien, Dominique? À ceux qui éventuellement auraient peur de vous, vous leur dites quoi? Ils peuvent, et ils peuvent, il y a rien qui peuvent les empêcher d'être meilleurs que nous. Voilà. Je veux dire, j'ai connu dans mes expériences passées, vous savez, des moments difficiles face à des gros constructeurs comme Volkswagen, face à des constructeurs japonais comme Nissan. Et en fait, oui, je n'irai jamais que les moyens, l'argent est nécessaire. Dans mes relations dans le sport automobile, plusieurs fois, j'ai eu des rencontres et des échanges avec Jean-Todt. Et souvent, Jean-Todt me disait, en fait, il y a un élément important dans ce sport qui est onéreux, c'est d'avoir les moyens. Et la confiance, en tout cas, de tes patrons. Aujourd'hui, j'ai la confiance de mes patrons et de mes partenaires. J'ai une vraie détermination, parce que c'est ma nature. Mais nos concurrents, en tout cas nos adversaires, les équipes concurrentes, elles sont tout aussi capables que nous de performer, de faire des résultats aussi bien que nous. J'ai une dernière question. Bisio ou Sexas qui peuvent gagner le Tour de France d'ici quand? Si je le savais, je vous donnerais le numéro de l'Euromillion, on irait jouer pour que, en fait, on puisse se partager les gains. Je suis preneur. Je pense que tous les deux, on serait preneurs. Mais j'arrêterai pas pour autant, je dirais, cette mission que j'ai au sein de l'équipe. Je sais pas vous dire, parce que, vous savez, il y a tellement de paramètres. Il y a le paramètre de la blessure, il y a le paramètre de l'encadrement. Je pense qu'on est responsable. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, vous savez. Au niveau de ces 2 jeunes, mais bon, il y a aussi un autre gros talent aujourd'hui comme Oscar Chamberlain et puis d'autres jeunes qu'on a en ce moment à la Conti. Il faut pas dire, aujourd'hui on a la chance d'avoir aussi un bon système de détection. Mais quand vous discutez avec les parents, j'ai pris le temps nécessaire pour rencontrer les parents de Paul, j'ai aussi échangé avec le papa de Léo. Je suis papa, j'ai 4 enfants. On a une vraie responsabilité, j'ai une vraie responsabilité. Donc cette responsabilité, je la gère comme si j'étais mes enfants, avec des délégations que j'ai pas parce que je suis pas leur papa, mais je sais que ce qui est agréable avec cette typologie, cette physionomie de garçon, en tout cas que ce soit Paul ou Léo,
c'est qu'en fait, il y a une vraie détermination. Quand vous discutez, quand vous échangez avec eux, quand vous leur demandez quel est leur projet sportif, quelle est leur vision, quelle est leur détermination, ça fait partie des rares enfants. Maintenant, ils sont tous les deux majeurs. Ça fait partie de jeunes garçons qui, en fait, ont vraiment une vision, on va dire, d'objectifs, et le Tour de France, ça fait partie de leur objectif. Dernier mot. Vous êtes un homme heureux, Dominique? Oui, je suis heureux parce que ça fait 45 ans que je travaille, et en fait, ça fait 45 ans que je vis d'une passion et que j'ai pas l'impression que je travaille. Voilà.